Après, si on a un conseil à te donner, l'idéal c'est quand même de partir avec Coucou! Alors, comme tu le sais peut-être, ça y est, on est de retour en France et notamment à Paris. Du coup, on s'est dit que c'était le moment idéal pour te faire un bilan sur nos 7 mois en tant que digital nomade en Asie. Alors pour revenir un peu sur ce qu'on a fait, on a fait 2 premiers mois à Bali. Ensuite, on a été en Malaisie, on est passé quelques jours à Kuala Lumpur. Et sinon, on était basé pour le mois complet à Penang, une petite ville, un hub pour nomades digitaux en Malaisie. Ensuite, on est parti au Vietnam, où là, on était dans une ville qui s'appelle Hoi An. Et on a fini par revenir à Bali pour nos 2 derniers mois avant de rentrer à Paris et de faire un petit peu plus de nomadisme digital en France. Donc l'idée pour nous, pour Nomad Pass, c'était de partir 7 mois donc, dans ces destinations pour rencontrer d'autres digital nomades, faire des interviews qui vont d'ailleurs bientôt sortir, participer à des conférences, voilà, plein de choses, visiter des coworking, plein de choses en rapport du coup avec le nomadisme digital. Donc il y a pas mal de personnes qui nous demandent pourquoi on est rentré, s'il y a eu un souci, mais il faut savoir que c'était vraiment le plan initial. À la base, on devait partir 6 mois en Asie et puis revenir en France. Donc voilà, on est parti un petit peu plus longtemps puisqu'on est parti 7 mois. Voilà, mais on n'a eu aucun problème et on est très content de rentrer en France également. Donc maintenant, l'enjeu pour nous et pour Nomad Pass, ça va être de continuer ce qu'on a démarré mais en France parce que en effet, on n'a jamais testé le nomadisme digital en France. Donc du coup, on va aller du côté de Biarritz, du côté de Bordeaux, du côté de Marseille. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin et qui ont l'habitude de travailler là-bas, on est preneur des bonnes adresses, que ce soit café ou coworking. Et d'ailleurs, toi aussi, si tu vis dans une de ces villes, n'hésite pas à nous contacter, on sera très heureux de te rencontrer. Maintenant, on va passer au plus et au moins de cette expérience de 7 mois en tant que digital nomade en Asie. Alors, on commence avec les plus. Alors il y a un gros plus qui nous a vraiment agréablement surpris, c'est pour trouver un logement. En fait, c'est extrêmement simple de trouver un logement, du moins en Asie. Il y a beaucoup moins de paperasse, de contraintes administratives qu'en France. Souvent, c'est du bouche à oreille, il n'y a pas forcément de contrats qui vont se faire, mais tu peux trouver pour un mois un logement à un prix relativement décent. Le deuxième point, ça va être de travailler dans des cafés. Pour nous, ça a été quelque chose de plutôt facile, sauf au Vietnam où là, on avait un peu du mal à trouver des cafés où on pouvait vraiment s'installer pour travailler. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est quand même, en règle générale, en Asie, tu peux t'installer dans un café, sortir ton ordinateur, bosser, et on s'est pas du tout senti jugé de faire ça. Et surtout, au-delà du fait de ne pas se sentir jugé, c'est que tu peux vraiment rester toute la journée. Tu peux rester de 8h30 à 18h30, personne va te virer. Tant que tu consommes, même si tu consommes un tout petit peu, et dans tous les cas en termes de prix, tu vas payer peut-être 5, 6 euros, voire 10 euros la journée si tu prends un repas. Mais tu peux vraiment rester sur une amplitude horaire qui est assez importante. Ensuite, rencontrer d'autres travailleurs, ça aussi ça a été assez facile, que ce soit en vrai ou via les réseaux sociaux, sachant que lorsque les gens partent, ils partent soit comme nous à 2 ou soit tout seul, donc du coup c'est beaucoup plus simple de faire des rencontres, tandis que souvent à Paris les gens ont déjà leurs amis, donc c'est un peu plus compliqué de rentrer dans des groupes, alors que là tout le monde a cette envie, vu qu'ils sont un peu isolés, de se rencontrer pour former une communauté à l'étranger. Ensuite, pour les connexions internet, on a plutôt été agréablement surpris. On s'attendait à ce que ce soit un peu douteux et que ça marche pas forcément tout le temps. Alors évidemment, on a eu des coupures, mais j'ai l'impression que depuis qu'on est rentré à Paris, on a plus de coupures qu'en Asie. Donc en fait, ça a été une très très bonne surprise. Je pense que plus ça va, plus ça se développe un peu partout. Quand le wifi marchait pas, en tout cas notre connexion de téléphone marchait très bien. Donc voilà, tu fais un partage de connexion, on a toujours trouvé des solutions, il n'y a pas une seule journée où on a été bloqué ou quoi que ce soit. Et un dernier point, c'est le décalage horaire. Étonnamment, nous on trouvait que c'était un excellent point. En fait, d'avoir toujours 6 heures d'avance entre guillemets sur la France, nous on trouvait ça vraiment agréable. Par exemple, de se lever le matin à Bali et te dire que
du matin jusqu'à par exemple 14h à Bali, en fait t'es pas du tout dérangé car les gens ne sont pas encore levés, et ça on avait l'impression que c'était beaucoup plus serein. Tandis que là par exemple à Paris j'ai fait un call à 10h et j'ai l'impression qu'en fait je venais juste de me lever et que je rentrais déjà dans le jus et de faire mon call. Donc ça, ce décalage horaire, on trouvait ça plutôt intéressant et plutôt stimulant pour avoir la matinée de calme, de libre pour vraiment bien travailler et ensuite se concentrer sur les calls, etc. Après les plus, on va passer au moins. Et du coup, on va commencer avec la Malaisie. Pour exemple, en gros, en Malaisie, on avait pris un Airbnb sur un mois, donc on l'avait booké sur un mois. L'avantage de booker sur un mois, c'est que tu as des réductions avec Airbnb, donc c'est quand même super cool. Sauf qu'en fait, quand tu réserves via le site, bah, tu vois pas forcément où est-ce que tu es placé. Enfin, si tu connais pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et nous, ça a été un peu compliqué parce que quand on est arrivé, on s'est pas forcément senti à notre place. On était quand même en pleine ville, un peu moderne. Ça nous changeait des palmiers et des rizières, et donc ça a été un peu compliqué. Donc si on a un conseil en tout cas, nous, à te donner aujourd'hui, ça va être de booker au moins d'abord peut-être une première semaine. Alors peut-être que tu bénéficieras pas de ta réduction d'un mois, mais derrière au moins tu pourras voir si tu t'y sens vraiment bien et si tu veux y rester. Parce que là, nous, on s'est un peu senti obligés de rester, un peu piégés, ouais. Deuxième inconvénient, c'est la chaleur. On va pas non plus se plaindre de la chaleur, mais parfois, par exemple, au Vietnam, il faisait extrêmement chaud et tu te dis qu'entre midi et 15h, par exemple, c'était impossible de sortir. Donc là, tu devais prendre ça en compte pour te dire, bah, si tu partais travailler dans un café, il fallait y partir très tôt, revenir aux certaines horaires pour ensuite retravailler à l'intérieur. C'est un peu une organisation. Et dernièrement aussi à Bali, avec l'arrivée des saisons des pluies, il commençait à faire extrêmement chaud. Donc il y avait beaucoup de cafés qui c'était un peu nos QG, mais qui étaient ouverts, donc sans climatisation. Et là aussi, tu dois réaménager un peu, réorganiser ta façon de travailler pour être dans des endroits où c'est supportable pour pas que ça ait un impact sur la qualité de ton travail. Et ensuite, le dernier point, ça va être qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas énormément de coworking, ou que quand il y en avait, l'offre n'était pas forcément attractive. Au Vietnam, par exemple, on était à Hoi An et il n'y avait qu'un seul coworking qu'on n'a même pas eu l'occasion de visiter parce qu'il fallait faire partie du coworking pour y accéder. Donc c'est vrai que ça, c'était un point un peu négatif pour nous, sachant que c'était compliqué de travailler là-bas dans des cafés. En Malaisie et à Bali, par contre, il y avait pas mal de coworking. Là, l'offre, il y en a pas mal, mais par contre, c'est vrai que soit c'est un peu trop cher, tu te retrouves souvent seul devant ton ordinateur, et puis les gens finalement se parlent pas trop entre eux, ils sont tous dans leur boulot. Il faut vraiment qu'il y ait des événements pour que les gens commencent un peu à se rassembler. Donc c'est vrai que nous, on trouvait ça beaucoup plus simple de travailler dans les cafés pour rencontrer des gens, discuter, faire plein de choses. Et on avait vraiment des grosses attentes sur ça, et puis au final on a été un petit peu déçus, mais c'est le jeu. Et en termes de prestations, il y a des cafés qui sont limite au-delà des coworking, où il y a des prises partout et tu peux avoir en fait les mêmes prestations, sauf que tu auras entre guillemets la communauté en moins et qui parfois n'est pas présente parce qu'au final tout le monde est sur son ordi. Tandis qu'en France, vu qu'il n'y a pas forcément ce parallèle entre café et coworking, et bien les coworking ont vraiment des prestations qui sont exemplaires. Il y a, par exemple, tu peux te faire domicilier, tu peux mettre tes affaires dans des casiers, tu peux avoir beaucoup plus de prestations que les coworking qui sont proposés en Asie. Donc maintenant on passe à la partie travailler en tant que freelance quand on est à l'étranger. Donc nous, on a décidé de se lancer en tant que freelance et directement de partir en Asie. Après, si on a un conseil à te donner, l'idéal c'est quand même de partir avec au moins un client et donc d'être un peu déjà lancé en tant que freelance. Ou sinon, ce que tu peux faire si tu étais directement salarié avant, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est essayer de décrocher une mission auprès de ton ancienne entreprise. Comme ça, tu pourras plus leur expliquer ton projet et ils seront plus ouverts à te laisser partir avec une mission à l'étranger. Après, évidemment, si tu le souhaites, tu peux décider de partir sans forcément avoir ton premier client. Et du coup, si tu fais ce cas, tu vas pas ne rien faire. Tu vas, par exemple, peaufiner ton offre. Tu vas commencer à prospecter, donc construire vraiment le début de ta carrière
de freelance. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que du coup tu vas devoir travailler 2 fois plus pour montrer que la distance en fait elle n'est pas là. Montrer à tes clients que tu pourras, enfin tes clients ou tes prospects, que la distance ne changera rien. Et on fera d'ailleurs une vidéo sur le sujet, sur comment tu peux trouver des clients en étant à distance. Voilà, du coup c'était notre vidéo sur notre bilan de ces 7 mois en Asie en tant que digital nomade. En tout cas, si on a une conclusion rapide, c'est que c'était juste génial. Genre on aurait changé de vie pour rien au monde et encore aujourd'hui on a envie de changer de vie pour rien au monde. On a envie de continuer dans nos carrières de freelance, on a pris confiance aussi en nos offres, en notre métier et donc ça fait énormément de bien, donc on te souhaite de vivre la même chose. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos, parce qu'on parle un petit peu plus de nomadisme digital en France. Et chaque lundi on envoie une ressource, un conseil et un outil numérique pour démarrer ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description et on te dit à très bientôt. Salut.